policier que vous représentez, Christophe Miette, bonsoir. Vous êtes commandant de police, secrétaire national du syndicat des cadres de sécurité intérieure. Il est donc primordial du côté de la police des enquêteurs de rassembler le maximum d'indices, le maximum de preuves pour que les choses soient claires. L'ADN, bien sûr, est une preuve irréfutable et essentielle dans ce dossier, mais pas seulement. Il y a eu des ratissages, il y a les images de vidéosurveillance qui ont joué un rôle justement assez considérable, semble-t-il, puisque c'est sur ces images qu'on a reconnu le jeune homme. C'est un tout. Vous savez, une enquête criminelle, vous la débutez par des constatations sur la scène de crime, et c'est primordial. Il ne faut pas, entre guillemets, se louper sur des constatations, parce que dès le début, il ne faut pas se louper. Dès le début, les moyens, la PJ sait faire, il y a un savoir-faire pégiste. Vous avez eu le premier soir 120 enquêteurs qui sont venus sur place pour pouvoir... C'est considérable. C'est considérable. Pourquoi 120 mais... Parce que c'est le meurtre d'une enfant, parce qu'il y a aussi la pression populaire, la pression de l'opinion publique, peut-être la pression hiérarchique aussi. Un tout, mais parce que en premier, c'est un meurtre. C'est la façon de travailler de la PJ, c'est la marque de fabrique de la PJ, c'est des constatations qui doivent être faites, c'est les premières heures qui sont essentielles pour résoudre un crime ou un délit. Là, les moyens ont été mis, la scène de crime a été préservée, les constatations sur le corps de cet enfant ont été faits correctement, la protection des mains qui ont permis de retrouver l'ADN lors de l'autopsie, la préservation des lieux, le ratissage, le téléphone. Ensuite, ça va être les enquêtes de voisinage qui ont été faites en recueillant à brut les premiers éléments de différents témoins, et après c'est tout ce travail de fourmi avec la multitude d'enquêteurs qui chacun est compartimenté dans sa matière spécifique pour pouvoir analyser et regrouper toutes les données pour apporter ce fruit-là. Et toutes ces données, il faut les recueillir très vite, puisque rappelons-le, le crime a été commis vendredi dernier, on est mardi, donc c'est une enquête qui va très très vite. C'est une enquête qui va vite, c'est une enquête... Comme on a pu le voir, une enquête est secrète au niveau de la procédure, ce qui permet de ne pas dévoiler les éléments au public et éventuellement aux auteurs ou aux autres auteurs pour pouvoir dissimuler le crime au début. Parce que là, les éléments qu'on révèle aujourd'hui sont donnés alors que le suspect est en garde à vue. Tout à fait. Donc, de toute manière, et c'est des éléments, on en a parlé, il y a eu beaucoup de discrétion aussi sur l'enquête. Par exemple, le téléphone portable de la petite Louise qui a été retrouvé dès le vendredi soir, on l'a appris le lundi parce que ça pouvait être un élément à un moment donné. Ça permet d'exploiter, de voir s'il y a d'autres personnes à aller récupérer ou autre. Et c'est divulgué par les juges de façon progressive pour pas, parasiter l'enquête et le travail des enquêteurs. Qui n'a pas l'air louche, qui ne posait pas de problème. C'est assez classique, ça ? C'est somme toute classique. Vous savez pas envie d'habiter à côté d'un monstre. Entre guillemets, là, il y a la présomption d'innocence, mais ça se comprend chez les voisins. Maintenant, quand vous avez la porte d'un domicile fermé, il se passe énormément de choses. Notre profession nous montre qu'effectivement, il y a des choses qui se passent et qu'on ne connaît pas totalement ses voisins. Donc ça ne me surprend pas, les voisins qui veulent minimiser les faits avec ce probable auteur. Donc la garde à vue sert effectivement à vérifier tout ça, et très vite, quand on voit qu'on s'est trompé... La garde à vue, ça permet de mettre à disposition des enquêteurs et de la justice une personne. Maintenant, ça ouvre des droits et ça permet de travailler tout en assurant des droits à la personne qui est détenue. Ça ne veut pas dire, vous avez une garde à vue, ça ne veut pas dire que la personne est coupable. Maintenant, il va falloir étayer cette garde à vue avec des éléments positifs de l'enquête et pour pouvoir avancer et prouver la culpabilité d'une personne. Et en l'occurrence, sur les personnes relâchées. Sauf qu'il faut aller vite, parce que dans une affaire comme ça, qui est tellement médiatisée, avec bien entendu la pression de tout le monde, et puis aussi l'angoisse des habitants sur place qui se disent, il y a un tueur qui est dans nos rues et qui peut recommencer, on a des enfants qui vont à l'école. On peut parfois aller trop vite peut-être. Alors à la fois il ne faut pas aller trop vite et en même temps il ne faut pas garder trop longtemps des gens en garde à vue s'ils n'ont rien fait parce qu'après leur nom va apparaître dans la presse, ils vont être montrés du doigt. La garde à vue c'est 48 heures, c'est 24 heures. Si vous avez des éléments qui laissent penser que, vous pouvez reprolonger. Maintenant, c'est le temps de travailler sur l'enquête. On n'est pas sur un simple vol de bonbons, on est sur de l'homicide, on est sur du meurtre. C'est le temps de travailler, de mettre à plat les choses. Là, c'est aller relativement vite avec le travail minutieux qui a eu lieu en constatation et en enquête de voisinage. Et on pense aussi à sa grande sœur qui a alerté directement. C'était la première à alerter. Mais je crois que dans les enquêtes, il y a souvent un enquêteur qui est un peu privilégié pour rester en contact et s'entretenir avec la famille des victimes, qui crée en tout cas un lien et qui donne des informations pour apporter au moins quelques réponses
sur l'avancée de la procédure? Disons qu'au niveau de l'enquête, vous êtes père, vous êtes mère, et c'est des choses qui touchent. On sait très bien qu'en droit français, la victime est un petit peu mise de côté, que la place est faite pour des questions d'urgence aussi et de justice au niveau de l'auteur. Et c'est vrai qu'on essaie, entre guillemets, d'humaniser aussi en maintenant la famille et des victimes et l'entourage, en fonction de ce qu'on doit divulguer à la famille, on essaie de les tenir au courant. Après, pour revenir, pour rebondir ce qui était dit, les gens s'étonnent un petit peu que la petite amie était placée en garde à vue concernant l'auteur, le pseudo-auteur en garde à vue pour le moment. C'est vrai qu'on ne sait pas où cette personne vivait. Si elle vivait au domicile avec les parents, ça permet aussi d'éviter la disparition de preuves, d'indices. Ça permet aussi d'exploiter, on ne sait pas où les vêtements sont passés, ça permet aussi d'exploiter peut-être la téléphonie de la fille avec les réseaux sociaux, les vidéos, les photos qui sont prises sur les différents réseaux sociaux. Ça permet de travailler et d'apporter des éléments constitutifs pour prouver la culpabilité ou pas de cette personne. Avec des images en direct du domicile du suspect, on y était tout à l'heure à Épinay-sur-Orge. Rappelons que la famille et le suspect vivent à Épinay-sur-Orge, que les parents de Louise vivent à Longjumeau et qu'il n'y a qu'une route qui sépare les deux communes. Parce qu'on cite à chaque fois les deux communes, mais il faut préciser que tout ça est à proximité. Pendant la garde à vue du suspect et de sa famille, l'enquête se poursuit, j'imagine, puisque on cherche toujours l'arme du crime. On essaie de voir ce qui s'est réellement passé, si le suspect connaissait sa victime. Tout à fait. On va décortiquer toute la vie et les activités de cette personne. Remonter peut-être quelques jours avant avec de la vidéosurveillance, voir si cette victime avait été suivie ou non. Ça va permettre également, les aveux. C'est la cerise sur le gâteau. On attend maintenant avec tous les moyens, avec l'ADN ou autre. L'ADN, ça a quand même facilité énormément le travail des enquêtes. L'ADN, c'est un progrès la technique, les nouvelles techniques d'enquête, la cybercriminalité aide aussi, la téléphonie, l'exploitation des vidéos aide aussi à apporter des éléments pour pouvoir permettre de prouver ou non la culpabilité d'une personne. Ça va permettre aussi d'exclure d'autres personnes, comme ça a été fait avec les gardes à vue précédentes. Le droit français, l'enquêteur fait une procédure à charge et à décharge, ce qui permet aussi de libérer des personnes qui sont mis hors de cause aussi. Et 23 ans, c'est déjà un morceau de vie. Donc, ces victimes de sévices sexuels, autopsie qui a révélé qu'elle avait été la cible de plusieurs coups portés à l'aide d'une arme tranchante, d'un objet tranchant qui peut s'apparenter à un couteau, et mais comme on l'a pas retrouvé, on ne peut pas le dire avec certitude absolue. Et on ne l'a pas retrouvé malgré les nombreuses fouilles qui ont été effectuées dans ce bois, notamment le week-end dernier. Tout à fait. Maintenant, il reste aux enquêteurs 24 heures pour pouvoir poursuivre les différentes perquisitions et constatations et éventuellement trouver cette arme du crime.